Dans l'actualité ce soir, le pape s'engage sans détour aux côtés des Palestiniens. Il soutient la création d'un État et qualifie de tragique le mur de séparation. Il appelle aussi à résister à la tentation du terrorisme. La part des salaires dans la richesse produite en France est stable, mais les profits sont mal partagés. C'est la conclusion du rapport Cotis remis aujourd'hui à Nicolas Sarkozy. Des discussions vont s'engager entre syndicats et patronat sur le sujet. Combien dépensent les ministres? Véhicules de fonction, frais de représentation, communication. Fait inédit, un recensement épluche les notes de l'État. On en verra le détail dans un instant. C'est un premier pas vers plus de transparence. Un témoignage à charge contre Florence Cassé, toujours détenue au Mexique. L'un des membres du gang dont elle est accusée de faire partie affirme qu'elle prenait une part active aux enlèvements. Ses avocats parlent de manipulation. Et puis un document dans ce journal. Des Français sont partis en Irak mener le djihad. Pour la première fois, notre équipe a pu rencontrer l'un d'entre eux. Il est en prison pour terrorisme. Il ne regrette rien. Comment passe-t-on des boulevards parisiens aux cellules d'Al-Qaïda à Bagdad? C'est le dossier de cette édition. Bonsoir et bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, tapis rouge et robe de soirée. Le festival de Cannes a officiellement démarré il y a quelques minutes tout juste. Première montée des marches et première apparition du jury. Abdelmostefa, Francis Forget. Et les premiers flashs qui vont crépiter pendant encore 11 jours. Sur Isabelle Huppert, présidente du jury de ce 62e festival. Et sur une brochette incroyable de stars annoncées. De quoi faire déjà voyager tous les fans présents. On est en voyage en Europe, puis on s'est dit, pendant qu'on est ici, on va venir ici au festival. Emmenez-moi au pays des merveilles, il semble que la misère serait mon pays de soleil. Pendant cette quinzaine, Isabelle Huppert et son jury vont visionner 20 films, dont 4 français. Du beau monde en compétition. Almodovar, Ken Loach, Tarantino entre autres, pour un 62e festival excitant. Et fête exceptionnelle, ce festival commence avec un film d'animation en relief des studios Pixar Disney projeté ce soir. Il faut sans doute savoir vivre avec son époque. On y reviendra plus longuement à la fin de ce journal. Premier titre de l'actualité, donc le pape en terre palestinienne. Benoît XVI, c'était attendu, a eu des mots de compassion, mais il a eu aussi des mots politiques sans détour, au risque de déplaire. Sur place, Philippe Visserias, Karine Guillaumin. La papa mobile qui longe le mur de séparation construit par les Israéliens. Une image à laquelle tenaient les Palestiniens du camp de réfugiés d'Aïda. À 10 km de Jérusalem, le mur est ici omniprésent. Benoît XVI ne pouvait pas éviter le sujet. Comme il est tragique de voir qu'on construit toujours des murs. Politique et spiritualité, à Bethléem, les deux questions sont liées. La basilique de la Nativité rappelle que c'est dans cette ville, selon les chrétiens, qu'est né le Christ. Ce matin, sur la place de la crèche, le pape célèbre une messe, rappelle les souffrances des habitants de Gaza, mais quand on lui offre une écharpe palestinienne, son entourage la lui ôte, gêné. Pourtant, devant Mahmoud Abbas, président de l'autorité palestinienne, le souverain pontife réclame la création d'un État palestinien et lance un appel à sa jeunesse. Ayez le courage de résister à toutes les tentations que vous pourriez ressentir de vous livrer à des actes de violence ou de terrorisme. Mais ici, les appels à la paix et à la négociation trouvent peu d'écho chez une population désabusée. Tant de gens sont venus nous voir et rien n'a changé pour nous depuis 61 ans. Ne pas décevoir les Palestiniens sans pour autant choquer les Israéliens, tout en restant fidèle à ses convictions, Benoît XVI s'est essayé toute la journée à cet exercice délicat. L'économie, comment mieux répartir la richesse, comment mieux répartir les profits. Vous vous en souvenez sans doute, il y a quelques semaines, Nicolas Sarkozy avait souhaité ouvrir un grand chantier sur le sujet avec une première étape, la commande d'un rapport à l'un des dirigeants de l'INSEE pour établir le diagnostic. Eh bien, ce rapport a été remis tout à l'heure. C'est une mise au point sur des idées souvent véhiculées. Les salaires ont-ils tendance à baisser? Les actionnaires sont-ils de mieux en mieux payés? Ce rapport démêle le vrai du faux. Explication, Jean-Paul Chapelle. La part des salaires diminue régulièrement et les profits augmentent. C'est faux. La part des salaires dans la richesse produite par les entreprises est plutôt stable. Cette part a progressé dans les années 70, diminué dans les années 80 et depuis 20 ans, elle stagne. La proportion est d'environ 2/3, 67% aujourd'hui. Il y a de plus en plus d'inégalités salariales.
C'est vrai. Depuis 10 ans, les salariés les mieux payés sont de mieux en mieux rémunérés. Si on prend 1% des salariés au sommet de l'échelle, ils captent une part de la masse salariale toujours plus forte, plus de 6,5% aujourd'hui. Les cotisations sociales pèsent sur les salaires. C'est vrai. Mais attention, on parle de salaire net, c'est-à-dire le salaire brut moins les cotisations sociales. Et ces cotisations n'ont pas cessé d'augmenter depuis les années 60. Qu'elles soient patronales ou salariales, elles atteignent plus de 40% aujourd'hui et financent la sécurité sociale, l'assurance chômage. Résultat, en moyenne en France, le salaire net ne progresse que de 1% par an. La part des profits réservés aux salariés reste faible. C'est vrai, l'essentiel des profits est réinvesti dans l'entreprise, 57%. 36% vont aux actionnaires, seulement 7% reviennent aux salariés sous forme d'intéressement et de participation. Alors, quelle conclusion tirer de ce rapport? Au départ, dans l'esprit de Nicolas Sarkozy, il s'agissait de donner du pouvoir d'achat en distribuant davantage les profits. Qu'en pensent les syndicats? Qu'en pense le patronat? Valérie Lerouge, Philippe Jasselin. Mieux répartir les profits entre patrons, actionnaires et salariés, une volonté de Nicolas Sarkozy. En février dernier, il préconise la règle des 3 tiers. Sur 100 de bénéfices, il devrait y en avoir 33 qui reviennent aux salariés, 33 qui vont directement dans la poche de l'actionnaire et 33 qui servent à être réinvestis dans l'entreprise parce qu'une entreprise, ça doit investir pour continuer à être compétitif. 33% des profits pour les salariés contre 7% seulement aujourd'hui. L'idée semble alléchante pour les travailleurs, mais jugée peu crédible par les syndicats. On sait bien qu'on ne va pas, de manière mathématique et arithmétique, séparer les profits en 3 tiers. Seule une minorité de salariés bénéficie de participation et d'intéressement. Les syndicats préféreraient donc négocier des hausses de salaire. Les 3 tiers, le patronat n'y croit pas non plus, mais le MEDEF reste prêt à négocier d'autres points. Aujourd'hui, tout le monde a compris que cette règle ne pouvait pas devenir une règle parce que la réalité et les faits au quotidien démontraient le contraire. Et bien à partir de ce moment-là, beaucoup de choses sont possibles et ouvertes au débat. Pour mieux répartir les richesses, le chef de l'État a demandé aux syndicats et au patronat de lui faire des propositions avant le 15 juillet. Et à propos de pouvoir d'achat et de richesse, un mot de l'inflation. Au mois d'avril, les prix ont augmenté de 0,2% et au total, depuis un an, la hausse est de 0,1%. Vous avez bien entendu, c'est tout simplement son plus bas niveau à l'inflation depuis 1957. Un chiffre qui s'explique principalement, bien sûr, par la chute du prix des matières premières, pétrole en tête. On reste dans l'économie avec le désarroi des vignerons du Bordelais. Nouveaux orages la nuit dernière, nouvelle chute de grêle avec de gros dégâts là encore, ici à Saint-Émilion. On parle de 2000 hectares détruits ou endommagés. D'autres grands noms sont touchés, les côtes de Castillon, les Graves, les côtes de Bordeaux. Hier, c'était le sud du Médoc et ça n'est sans doute pas terminé. Tania Young nous dira tout à l'heure qu'on craint de nouveaux orages dans les heures qui viennent. L'actualité judiciaire, on reparle de Florence Cassé, cette jeune Française de 34 ans emprisonnée au Mexique et qui attend son transfèrement vers la France. Rebondissement ou péripétie, l'un des membres du gang dont elle est accusée de faire partie affirme qu'elle prenait une part active aux enlèvements. Aurélia Guillemin, Damien Louvet. Pour l'opinion mexicaine, elle est depuis 4 ans la kidnappeuse. Et au cas où certains commenceraient à en douter, la police livre aux caméras de télévision une nouvelle preuve de culpabilité. Le témoignage d'un complice, accablant pour la Française et son ex-petite amie. Israël Vallarta et sa copine française étaient chargés d'organiser les enlèvements. Et parfois, la Française participait aussi à la surveillance des victimes. Selon ce témoin, Florence Cassé percevait même les rançons des enlèvements. Des révélations tardives au moment même où il est question de la transférer dans une prison française. Son avocat dénonce un coup monté. Jusqu'où seront-ils capables d'aller ? C'est-à-dire qu'on va chercher quelqu'un un samedi après-midi, on l'arrête, on le met 2 jours après devant des caméras de télévision qui fait des révélations spectaculaires. Oui, c'est de la science-fiction. Oui, c'est en tout cas pas de la justice, c'est en tout cas pas la démonstration d'une enquête sérieuse. C'est un acharnement pour Florence. Elle est manifestement prise en otage. Vous savez, là, elle m'a appelé, pour nous, il était 7 h du matin, pour elle, il était minuit. Elle m'a dit, j'ai besoin d'avoir un contact, je ne vais pas bien, donc c'est quand même rare qu'elle fasse ça, et je pense qu'elle est vraiment très très mal.
Depuis la visite de Nicolas Sarkozy à Felipe Calderón, une commission de juristes étudie le cas de Florence Cassé qui supplie qu'on la transfère en France. Mais jusqu'ici, aucune décision n'a été prise et le dernier témoignage qui l'accuse risque encore de retarder un éventuel retour. Un mot des suites de l'affaire Gasquet. On apprend que la quantité de cocaïne décelée dans les urines du joueur était de 151 nanogrammes et non pas microgrammes par millilitre. Autrement dit, elle est 1000 fois moins élevée qu'annoncé dans un premier temps. Cela méritait d'être précisé, même si on reste toujours largement au-dessus de la norme tolérée. Le joueur n'a fait aucun commentaire. Et puis un mot de ce qui ressemble à un miracle à Grenoble. Un bébé de 20 mois est tombé accidentellement hier du 4e étage d'un immeuble. La fillette avait échappé à la vigilance de sa mère. Eh bien, elle est indemne. Explication, 2 étendoirs à linge ont amorti sa chute sur l'herbe humide. Elle ne souffre que de quelques contusions. La santé, avec une conférence de presse de la secrétaire d'État à la solidarité Valérie Létard sur la maltraitance en maison de retraite. Il y a 8 mois, notre chaîne France 2 provoquait une prise de conscience. Le magazine Les Infiltrés dévoilait les mauvais traitements subis au quotidien par les pensionnaires d'un établissement ordinaire. Depuis, beaucoup avait été promis. C'était aujourd'hui un rapport d'étape. Laetitia Legendre, Ziden Berkous. C'était en octobre dernier, le quotidien en caméra cachée d'une maison de retraite. Vous me faites mal, hein? Eh ben, vous avez qu'à arrêter et faire ce qu'on vous dit. Tous les jours, c'est le même cinéma, tous les jours, c'est le même cirque avec vous. Des personnes âgées livrées à elles-mêmes, des soins inadaptés, un personnel rare et souvent débordé, l'émission fait l'effet d'un électrochoc. Allez vous asseoir, c'est la fessée. Oui, ben vous allez voir. Hein. On va pas être copains ce soir, hein, tous les deux. Depuis, personnel et résidents ont déménagé. Il y a 3 semaines, ils se sont installés dans ces bâtiments, beaucoup plus adaptés. Un grand changement. Vous êtes aussi en photo ici, là? Oui. Pour tout le monde. Enfants, donc. Ouais. Vous me dites que vous n'y êtes pas là, vous êtes ici aussi? Oui, c'était à Noël, ça. Ah ben la chambre, ça se compare pas. C'est-à-dire? C'est-à-dire que là-bas, ça a été construit en 1923. Et là, c'est tout neuf, tout moderne. Ça n'a aucune comparaison. Certains soignants mis en cause dans la vidéo sont partis. 2 enquêtes administratives et judiciaires sont en cours. On sait que ça existe ailleurs. Quand ça vous tombe sur vous, vous dites mince, je suis comme ça. Et là, c'est différent. Dans toutes les maisons de retraite, il y a plus ou moins ce problème de personnes qui ne sont peut-être pas assez qualifiées, mais qui manquent de formation. On a fait de gros progrès quand même, nous, dessus. Hein. En effet, des formations autour de la maltraitance ont permis de repenser les soins. On tire un peu un trait sur ce qui se passe et puis on dit, bon ben, il faut travailler autrement. Vous savez qu'il y a des collègues à qui on a un petit peu dit, bon ben, il faudrait que tu vois parler autrement, faire d'autres gestes. Oui, effectivement, oui. Même si vous n'avez pas l'impression qu'on est dans la maltraitance. Hein. Du personnel qualifié a été recruté, une unité spécialisée pour les malades d'Alzheimer créée, toute l'administration s'est mobilisée. On nous a aidés à prendre conscience de ce qui étaient nos insuffisances dans ces domaines et on nous a permis de comprendre vers quelle voie il fallait progresser. Cette progression est loin d'être terminée, mais nous avons déjà franchi une première étape. Aujourd'hui, la secrétaire d'État aux personnes âgées a annoncé la formation de 30 000 soignants à un meilleur accompagnement des personnes âgées. Nous ne souhaitions pas être que dans la sanction. Nous avons souhaité en même temps améliorer la qualité des contrôles, c'est-à-dire plus de contrôles inopinés. Nous nous y étions engagés et nous l'avons fait. Dans les maisons de retraite, la situation est massivement bonne. Mais le numéro pour signaler des maltraitances reçoit près de 150 appels chaque jour. Une image étonnante qui nous vient de Grande-Bretagne où le scandale des notes de frais des députés n'en finit pas. Devant les caméras, la ministre des collectivités locales a brandi ce chèque de 13 300 livres, 14 700 euros, qu'elle va rembourser à l'État. Elle n'est pas la seule. La presse poursuit le grand déballage et le Premier ministre Gordon Brown vient de demander un réexamen de toutes les notes de frais depuis 4 ans. Alors en France, on le sait, le rapport à l'argent n'est pas le même, l'exigence éthique non plus, mais la transparence est peut-être en train de progresser à petits pas. Pour la première fois, un recensement épluche les dépenses des ministères, véhicules de fonction, frais de représentation, de communication. Il y a des surprises. C'est un député qui en est à l'origine. Alix Bouillaguet, Mathieu Nivenglowski pour le détail.
Cela fait des années que le député René Dosière traque les dépenses des ministres et les anomalies. Le ministre de la Défense, lui, sa spécialité, il a 5 voitures, pour lui tout seul, dont une voiture blindée. 9 mois pour obtenir des réponses précises. À l'arrivée, une surprise, la communication. Manifestement, pour une vingtaine de ministères, 50 millions d'euros, je trouve que ça fait beaucoup. Pour lui, il y a certains abus, entre autres à la justice. Achat des journaux, presse, 159 252 euros pour le cabinet. C'est-à-dire une vingtaine de personnes. Ça fait 500 euros par jour. Et il y a 3 sondages. Des sondages sur les actions du ministère ou sur la ministre elle-même, mystère, pas de détails. Mais en matière de communication, les ministères de l'économie, près de 13 millions d'euros, et de la défense, plus de 8 millions d'euros, détiennent la palme des plus gros dépensiers. Deuxième poste, les frais de représentation. C'est pour des frais de costume, de maquillage peut-être, on va parler, ou bien de fleurs, de repas. Bon premier, les affaires étrangères, plus de 3 millions d'euros. Loin derrière, la culture, 1,5 million. Mais sur ce terrain, il y a aussi les économes. Il est ministre du budget, alors Éric Woerth compte bien prouver qu'il est le meilleur. On a réduit les cérémonies de vœux, on a limité les cartes de vœux aussi, on a dû faire 500 ou 600 000 euros d'économies sur cet ensemble. Dernier poste, les frais de déplacement. Pas étonnant de retrouver en tête les affaires étrangères, plus de 2 millions d'euros. Plus intrigant car haut placé, la culture, 562 000 euros et la justice, plus de 400 000 euros. En revanche, un bon point pour tous les ministres, les logements de fonction. Le ministre, d'abord, l'intègre dans ses revenus, donc paye l'impôt là-dessus, paye évidemment les taxes. Sur ce secteur au moins, les appels à la rigueur auront été entendus par tous. Les suites de cette enquête en Italie sur 2 Français soupçonnés d'appartenir à un réseau terroriste, on l'évoquait hier, on apprend que les 2 hommes ont été mis en examen et que l'un d'entre eux s'était déjà fait connaître pour des menaces de mort contre Nicolas Sarkozy alors qu'il était encore ministre de l'Intérieur. Alors question, comment s'opère le basculement? Jusqu'où peuvent aller des Français engagés dans le djihad? Le document que vous allez découvrir est saisissant. Il y a aujourd'hui en Irak des Français partis se battre aux côtés de la guérilla. Et pour la première fois, notre équipe a pu rencontrer l'un d'eux. Il est en prison pour terrorisme, il ne regrette rien. Comment passe-t-on de la vie parisienne aux cellules d'Al-Qaïda à Bagdad? C'est le dossier de cette édition. Il est signé de nos envoyés spéciaux Renaud Bernard et Tristan Lebras. Il est isolé au cœur des montagnes du Kurdistan. Le premier village se trouve à 30 km. Fort Soussé est un pénitencier de haute sécurité. Enfermés ici, ils sont un millier, des djihadistes, des terroristes. Même si entre eux, ils s'appellent les guerriers de l'islam. C'est pas pour être un terroriste comme on dit, mais pour aider mes frères à libérer leur territoire des Américains. Dans sa vie d'avant, à Paris, on l'appelait Abdallah le champion. Champion de boxe, de judo et de lutte gréco-romaine. La dernière médaille que j'ai eue, l'année 89. Avant de devenir moudjahidine, Abdallah Metoui était d'abord un père de famille avec une femme et 2 enfants. Il était maraîcher ici, quartier Stalingrad, bassin de la Villette. L'islam radical, il l'a découvert rue de Tanger. À la place de ce chantier, il y avait avant la mosquée Ad-Dawa. Les salafistes y recrutaient, mais il affirme que ce ne sont pas ses frères de prière qui l'ont décidé à partir. Je suis venu tout seul. Il n'y a aucun qui est venu avec moi. J'ai rentré en Irak tout seul. La première fois, j'ai pas trouvé un réseau pour rentrer. J'ai rentré en France, j'ai rencontré un de mes frères que je connais en Italie. Alors il m'a donné le passage et j'ai rentré avec des gars saoudiens. Un passage en pleine nuit pour la ville de Tal Afar, au combat pendant 4 mois, avant d'être arrêté et transféré à la prison d'Abu Ghraib. Salam alaikum. Là-bas, Abdallah Metoui affirme qu'il a été torturé par ces geôliers américains malgré ses blessures. Dans ma main, et la tête et le genou, 3 balles. Ils vous ont battu comment
dinguement. Comment? Ce sont vraiment des animaux sauvages. Les services de renseignement affirment que Abdallah Metoui est un membre actif d'Al-Qaïda. Un proche d'Abou Moussab al-Zarqawi, le boucher qui décapitait ses otages. Les enlèvements, le terrorisme, il ne regrette rien et pour la première fois, il en parle. On voit ici les voitures piégées et tout, et on parle des voitures piégées ou bien des attentats, mais il ne parle pas des bombardements des Américains sur des milliers de maisons. Je les déteste, sincèrement. Vous êtes un terroriste? Non, je ne suis pas un terroriste. Je suis un combattant pour libérer la terre. C'est une terre musulmane. Je dois la libérer. Oussama Ben Laden, il a fait le 11 septembre. Les morts du 11 septembre, c'était des civils. Qui a dit que c'est lui qui a fait ça? Lui. Peut-être. Mais s'il a fait ça, il a une raison. Ces fanatiques, les autorités tentent de les rééduquer, de leur apprendre un métier. Sous l'œil vigilant des gardiens habillés en blouse grise, ils apprennent à manier le rasoir. Abdallah Metoui nous emmène maintenant visiter l'atelier macramé du pénitencier. Et c'est au milieu des perles et des Scooby-Doo qu'il va nous déclarer sa foi pour Oussama Ben Laden. Ça vous dérange pas de vous dire que vous allez vous battre jusqu'à la fin de votre vie? Non. Comme mon prince Oussama Ben Laden. Seule condition pour abandonner la guerre sainte, obtenir son rapatriement en France avant la fin de ses 15 ans de prison. Pour le moment, il n'en est pas question. Sauf changement, le prisonnier Abdallah Metoui ne sortira pas d'ici avant 2019. Mais il explique que pour lui, le plus important est de savoir que la ville où il a été arrêté, Tal Afar, au nord de l'Irak, est celle où aujourd'hui encore on assemble des voitures piégées, où les combattants se regroupent, où ni le gouvernement ni les Américains ne sont parvenus à ramener la paix. En bref, à l'étranger, un mot de cette guerre qui ne dit pas son nom au Pakistan. L'armée livre une offensive sans précédent contre les talibans installés au nord-ouest du pays et qui avaient gagné du territoire ces dernières semaines. Des combats qui provoquent l'exode de centaines de milliers de civils. Les militaires ont livré ces images que vous avez découvertes de bombardements. Il n'y a plus de journalistes dans le secteur. Il est donc très difficile d'avoir des informations précises. Il est 20h20 à suivre. Restez avec nous. Le coup de colère de Rachida Dati. Les attaques personnelles, ça suffit à lancer la garde des Sceaux à l'Assemblée nationale. Toujours plus loin dans l'espace, après Hubble, voici Planck et Herschel. 2 nouveaux satellites sont lancés demain pour comprendre la formation de l'univers. Et puis retour à Cannes, signe des temps, c'est un film d'animation, un bijou paraît-il, qui fait l'ouverture du festival. Présentation dans un instant. D'abord donc le coup de gueule, il n'y a pas d'autre mot, de la ministre la plus critiquée du gouvernement. Après le conflit des prisons, Rachida Dati a été la cible d'une question de l'opposition tout à l'heure à l'Assemblée nationale. Écoutez un extrait de cette question et la réponse de la garde des Sceaux. Il y a eu, madame, sous la Ve République, de grands ministres de la Justice, et notamment des femmes. Elles ont montré compétence, sérieux, travail, dignité, respect de la représentation nationale. À ce jour, s'il s'agit de votre bilan, vous faites au contraire preuve d'inconséquence et d'humeur. Je déplore les attaques systématiques et les caricatures personnelles systématiques, je les déplore. Alors, la grandeur des ministres, les uns ou les autres, ça n'est pas nos sujets et ça n'est pas mon sujet. Ça n'est pas mon sujet. Alors les attaques personnelles, ça suffit. Ça suffit. Voilà qui nous amène à la campagne des européennes avec le sondage qui inquiète le Parti socialiste, sondage IFOP pour Paris Match qui donne l'UMP en tête assez largement, 27% des intentions de vote, le PS est crédité de 21,5%, le Modem 13,5%, le Front National 7,5%, puis viennent le NPA d'Olivier Besancenot 7%, Europe Écologie 7% également, le Front de Gauche 6,5%, le MPF CPNT 5% et Lutte Ouvrière 2%. Le Parti socialiste qui tient meeting ce soir à Paris et qui cherche un angle d'attaque sur cette campagne. Bonsoir Jeff Wittenberg, vous êtes en direct du cirque d'hiver. Que veut défendre le PS? Quel thème veut-il développer?
Bonsoir David. J'allais vous dire, le PS veut défendre avant tout son programme qui a cette particularité d'être le même, notre programme commun pour tous les partis socialistes européens. Ils ont appelé ça le manifesto et ils proposent entre autres un plan de relance de 1000 milliards d'euros à la manière de ce qu'a fait Obama aux États-Unis, l'harmonisation sociale sur tout le continent ou encore parmi les mesures souhaitées mais non dites, le départ de l'actuel président de la Commission européenne, José Manuel Barroso. L'ennui, on le voit dans les sondages, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu là-dessus, c'est que ça ne fait pas rêver les foules et donc le PS est obligé aujourd'hui de parler plutôt du franco-français, d'attaquer la politique de Nicolas Sarkozy. Pour Martine Aubry, que nous avons vu tout à l'heure, tout cela est très cohérent. Je vous propose de l'écouter. Nicolas Sarkozy porte ici la politique que les Français ont rejetée dans l'Europe libérale. Il a été le meilleur élève de la classe. Nous voulons sanctionner ce système libéral injuste qui tacle les plus faibles, qui supporte toujours les plus forts, qui ne prévoit pas l'avenir, qui préfère la finance à l'économie. Ce sont eux qui sont responsables. Voilà, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a quand même beaucoup de monde ce soir au Cirque d'Hiver pour ce premier meeting parisien du PS, plusieurs milliers de personnes et des personnalités, Bertrand Delanoë et puis les têtes de liste régionales, Harlem Désir, Benoît Hamon, pour voir Martine Aubry et Ségolène Royal sur une même tribune. Il faudra encore attendre 15 jours et un meeting en Bretagne. Jeff Wittenberg à Paris. Merci Jeff et félicitations pour le prix franco-allemand du journalisme qui vient de vous être décerné. C'est toute la rédaction qui est honorée pour un reportage sur le poids de la France à Bruxelles diffusé dans le magazine Un œil sur la planète. C'était il y a 9 mois. Les sciences, toujours plus loin dans l'espace. Après Hubble, voici Planck et Herschel. Ces deux satellites, nommés ainsi en hommage à deux grands astrophysiciens, seront lancés demain pour tenter de comprendre la formation de l'univers. Nos envoyés spéciaux, Patrice Pelé et Frédéric Faure, ont pu se rendre tout près du pas de tir à Kourou, en Guyane, où sont entreposés les deux satellites. Voici leur reportage. Pour découvrir ces deux satellites, il faut se rendre ici, près de l'équateur, à Kourou en Guyane. Dans l'enceinte du centre spatial, à l'abri de l'humidité et de la chaleur, dans ce hangar, le satellite Planck d'un côté, Herschel de l'autre, subissent les derniers contrôles. À chacun sa mission. Celle de Planck est exceptionnelle. Il tentera de photographier dans l'espace une image fabuleuse, celle du flash, produit par le Big Bang. On veut préciser la plus vieille image du monde. Il faut qu'on puisse distinguer des détails assez petits. Il faut qu'on voit des contrastes faibles. Toujours représentée, mais jamais vraiment vue, la lumière du Big Bang n'est pas apparue n'importe quand. Le moment où il commence à avoir une lumière visible, c'est 300 000 ans après le Big Bang, au moment où l'ensemble de cette explosion a réussi à nous donner une image. Voici comment va travailler Planck. Il va scanner le fond de l'univers distant de 14 milliards d'années. En décortiquant l'image, les scientifiques vont alors comprendre comment la lumière a donné naissance à notre univers. L'autre satellite, Herschel, étudiera la chimie des nuages interstellaires avec un instrument exceptionnel, un télescope doté d'un miroir monumental. La partie la plus impressionnante de ce satellite, c'est son miroir, 3,40 m de large, tout en carbure de silicium. C'est le plus grand miroir jamais envoyé dans l'espace. Grâce à cette œuvre d'art, les chercheurs vont déterminer si les éléments essentiels à l'apparition de la vie sont présents dans tout l'univers. Autrement dit, si d'autres planètes semblables à la nôtre peuvent exister. Demain, les deux satellites décolleront ensemble dans une Ariane 5. C'est donc une mission à très haut risque. En cas d'échec, près de 2 milliards d'euros, mais aussi 20 années de travail pourraient partir en fumée. Lancement donc demain. En bref, la mort du metteur en scène et dramaturge Roger Planchon, fondateur en 1957 du TNP, le Théâtre National Populaire. Il avait consacré la plus grande partie de sa vie au théâtre, monté des pièces de Molière, Marivaux, Racine entre autres. Au cinéma, il avait réalisé Louis Enfant Roi et notamment Lautrec. Décédé hier des suites d'une crise cardiaque, Roger Planchon avait 77 ans. Comme promis, on revient maintenant à Cannes. Avant la présentation du premier film projeté ce soir, place au glamour. La première montée des marches avec en vedette notamment Charles Aznavour et Isabelle Huppert, Abdel Mostefa, Francis Forget.
Le spectacle des marches, ça se mérite, et particulièrement celui d'aujourd'hui. C'est quand même la première apparition officielle de la présidente, Isabelle Huppert, accompagnée de son jury. Et c'est comme l'apéritif d'un festival qui va voir défiler une pléthore de stars du 7e art. Les étoiles dans les yeux, la fête, Cannes en fait. Voilà. La magie un peu. La magie. Voilà, on a envie d'être là-haut nous. Là-haut et à l'intérieur, glamour toujours. Standing ovation pour Isabelle Huppert. Puis, avec la comédienne, Afsia Herzi et Charles Aznavour, l'annonce officielle tant attendue. Je déclare ouvert le 62e Festival de Cannes. Declaro abierto el 62 Festival de Cannes. En compétition, 20 films, dont 4 français, Almodovar, Ken Loach, Tarantino entre autres. Cette 62e édition s'annonce alléchante. Et je vous le disais tout à l'heure, fête exceptionnelle. Le festival commence avec un film d'animation en relief des studios Pixar Disney. Là-haut, c'est son titre, raconte l'aventure d'un enfant et d'un vieil homme dans une maison volante accrochée à des ballons multicolores. Marie-Jo Jouan, Mathias Barrois. La croisette s'amuse et retombe en enfance. Difficile de résister au ballon de là-haut, le dessin animé d'animation d'ouverture. Tout un symbole et plein de souvenirs. Mon enfance. La liberté, l'impression de voler. Le bonheur. L'évasion, peut-être, si j'ai lancé. Ici, la folle évasion d'un vieux monsieur grincheux dans sa maison, porté vers l'inconnu par des millions de ballons. Tout le monde. Le ballon et les lunettes, car le 10e film des studios américains Pixar est projeté en relief. Accessoire obligatoire et traîné ce matin par les journalistes du monde entier. 5000 paires de lunettes distribuées. Imaginez la cérémonie d'ouverture en ce moment avec les invités en smoking et robe longue. La technologie est novatrice et plus confortable pour le spectateur. Vous avez l'air tellement réel, c'est comme si je pouvais vous toucher. Ah mais en fait je peux le faire, vous êtes vraiment là. La chose la plus importante pour moi, c'est que le public soit vraiment impliqué dans l'histoire. Ah, quelle est cette chose? Revenons à notre héros, flanqué malgré lui d'un scout maladroit et perdu dans une jungle digne du douanier Rousseau. Sa voix française est une légende. Je vais interviewer un vieil enfant. Vous allez voir. Sans rire. Eh oui, c'est bien Charles Aznavour. À 85 ans, il double pour la première fois un personnage de dessin animé. Je crois qu'il ne faut pas perdre cette vertu. La vertu de l'enfant, c'est une vertu importante. Il faut en garder une grande partie. Bien sûr qu'il faut une maturité. Mais on n'est pas obligé d'être mûr à ce point-là. Alors pourquoi ne pas inaugurer ce festival avec le sourire pour défier la morosité ou peut-être annoncer une sélection moins austère ponctuée de surprises? Et sachez que pendant la quinzaine, vous pouvez retrouver les chroniques de Pascal Deschamps, les reportages, les coulisses sur le site france2.fr. Deux images de sport avec d'abord du football. En Ligue 1, après 4 défaites, l'Olympique lyonnais s'est imposé hier à domicile face à Nantes, 3-0. Doublé signé Makoun, suivi d'un but de Mounier. Lyon toujours 3e au général, derrière Marseille et Bordeaux, en attendant la fin de la 35e journée ce soir. Et puis du cyclisme dans la 5e étape aujourd'hui du Giro, nouvelle étape de montagne, le Russe Menchov s'est imposé. Di Luca endosse le maillot rose de leader. Quant à Lance Armstrong, visiblement fatigué, il a concédé aujourd'hui près de 4 minutes de retard sur les premiers. L'actualité des médias en bref. Nos félicitations à Gérard Leclerc, chef du service politique, économique et social de France 3. Il a été nommé président de la chaîne parlementaire LCP-AN. Il succède à Richard Michel. Avant de refermer cette édition, je vous en rappelle l'un des principaux titres. Le pape s'engage sans détour aux côtés des Palestiniens. Il soutient la création d'un État et qualifie de tragique le mur de séparation, mais il appelle aussi à résister à la tentation du terrorisme. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite la météo. Tania Young, l'anticyclone n'est pas pour demain. 20h35, un téléfilm inédit, Aïcha. À demain. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.